Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à cette émission Décrypteco, une émission qui nous permettra justement de parler de cet accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, un accord qui a fait couler assez d'encre de salive. Pour en parler, nous allons aborder plusieurs questions. Nous parlerons aussi de cette garantie. Quelles sont les garanties que offre cet accord à la République démocratique du Congo? Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois des invités. Je me permets de présenter en premier lieu M. Willy Kalengai. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes directeur général de Géopolis, télévision, magazine en même temps. Ça fait beaucoup. Le nom, c'est Géopolis Forum. C'est le groupe de presse. Forum, ouais. Voilà. Vous vous sentez très à l'aise? Non, ça va. Je suis content de venir ici encore une fois. Et Zoomeko, c'est un peu notre jumeau. Très bien. Nous avons également Gardi Diana, bienvenue. Merci. Vous êtes journaliste, expert des questions économiques. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Journaliste Zoomeko aussi, il faut préciser. Ah, détail de pointe. Alors, nous avons un autre qui participe à cette émission. Cette émission est une première pour vous. Monsieur Carbone Béni, vous êtes président du mouvement Pacte, reconnu beaucoup plus pour votre mouvement citoyen. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Notre dernier intervenant, c'est M. Kapiamba Georges, qui n'est plus à présenter. C'est une première participation. Non, ce n'est pas la première, peut-être sur le plateau. Sur ce plateau, bien sûr. L'émission Décrypteco vous reçoit pour sa première fois. C'est la première fois, ouais. Exact. Je suis content d'y participer. Merci pour l'invitation. OK. Très bien. Alors, M. Willy Kalengai, je commence avec vous. Vous avez la primeur. Beaucoup, je parlerai de politique, présente cet accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique comme la toute dernière cartouche, lorsque l'on suit un peu les débats dans les différents salons. Alors la question qui arrive tout de suite, pensez-vous que cet accord apporte toutes les réponses aux problèmes que connaît la République démocratique du Congo? Évidemment non, pas toutes les réponses. Parce qu'il n'y a aucun accord qui peut régler toutes les contradictions d'un pays aussi grand que le nôtre. Mais cet accord apporte une réponse essentielle. Parce qu'on en parle beaucoup, on en fait une question d'opinion. Laissez-moi, en rentrée de jeu, vous donner quelques chiffres. C'est important que l'on comprenne. Notre pays, depuis 1994, nous connaissons, depuis 30 ans, nous connaissons une guerre d'agression. Nous savons de quel côté vient cette agression. Alors les chiffres, parce que les chiffres parlent, et les chiffres que je vous donne sont les chiffres que j'ai tirés du site de la Banque centrale du Rwanda. Ce n'est pas notre banque centrale, donc des chiffres qu'on peut vérifier. En 1996, donc en 1996, le Rwanda exportait 64 millions de dollars. Pour toutes les exportations du Rwanda, c'était 64 millions de dollars. Et dans les 64 millions de dollars, vous aviez 80%, c'était constitué du thé et du café. Ça, c'est 1994-1996, avant la guerre de la FDL. Alors, je me projette vers l'an 2000. Nous sommes en 2000. En 2000, les chiffres d'exportation du Rwanda, en 2000, le Rwanda exporte pour 1,531 milliard de dollars. De 64 millions à 1 milliard, vous voyez, ce n'est même pas un bond, c'est une fusée. Et dans le 1,531 millions de dollars, le café dont je parle représente 11% seulement. Et le reste? Alors, posez-vous la question. Comment un pays qui exportait 5 ans avant 64 millions, où est-ce que ce pays a trouvé des ressources pour exporter plus d'1 milliard? Il a diversifié son économie. Avec quoi? Avec quelles ressources? Sur quelle période? Laissez-moi vous donner le dernier chiffre. Le dernier chiffre, il est très récent parce que nous sommes en 2023. Vous savez que les chiffres des exportations, vous les avez une année après. Hein? C'est à la fin d'une année. Les chiffres de 2024, on ne les a pas encore. Mais 2023, sur le site de la Banque centrale rwandaise, vous avez 884 millions de dollars d'exportation de l'or. Ça, c'est le Rwanda. Vous avez 104 millions pour les 3T. Vous voyez, ça veut dire en réalité quoi? Ça veut dire que le Rwanda est devenu un pays exportateur de l'or et de 3T, alors que nous savons qu'il n'y a pas de mines qui produisent ces richesses-là. D'où viendraient alors ces richesses? Ça vient du Congo.
Ça vient de cette économie mise en place depuis 1994, qui est une économie de la prédation. Le Rwanda, pour pouvoir vivre une fois par an, les Rwandais importent 2,2 milliards de dollars par an d'importation. Alors, si vous prenez le milliard qui vient d'exportation, vous retranchez 1 milliard, l'économie rwandaise s'effondre. Cet accord met à nu une chose, c'est que l'économie rwandaise est dépendante à plus de 80% de sa présence dans notre République. L'accord met à nu ces dysfonctionnements de l'économie, mais permet aussi, surtout aujourd'hui, de rééquilibrer les choses. Donc, vous comprenez pourquoi les Rwandais ne peuvent pas accepter que cet accord soit signé. Très bien. Alors, M. Georges Kapiamba, la question que je vous pose, aujourd'hui, en lisant, puisque vous avez eu le temps de le faire, en lisant l'accord, est-ce que les choses se sont organisées de sorte que la RDC soit rétablie dans ce droit? Oui, Guy, si nous nous basons seulement sur l'accord signé par la RDC et les Rwandais, nous ne pouvons pas confirmer qu'effectivement la RDC a obtenu du Rwanda la possibilité de faire cesser cette exportation ou ce pillage des ressources naturelles. Ça, c'est clair et net que ça doit se poursuivre ce combat-là. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins, la RDC a obtenu du Rwanda qu'il ne puisse plus remettre en cause l'intégrité territoriale de la RDC. Ça, c'est obligatoire et c'est connu maintenant de toute la communauté internationale. Et cela implique aussi l'interdiction pour les Rwandais de pouvoir s'introduire en RDC pour se livrer encore au pillage de ces ressources comme il l'a fait durant toutes les années, comme Willy vient de le démontrer. En dehors de cet aspect-là, il faut aussi mentionner le fait que cet accord bénéficie au moins d'une garantie d'une des grandes puissances qui avait été tout le temps ici accusée par plusieurs personnes comme étant derrière, comme faisant partie des soutiens militaires et soutiens diplomatiques du Rwanda, à savoir les États-Unis d'Amérique, qui est aujourd'hui en train de soutenir, qui a facilité la négociation et même la signature du dit accord, ce qui est déjà une bonne chose pour la RDC et son peuple. Donc pour nous, c'est un motif vraiment de fierté, parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, vous savez que tout environnement de violence facilite, aggrave ou entraîne des violations graves des droits de l'homme comme nous le vivons depuis plus de 30 ans à l'est de la RDC. Très bien. Gardidiana, certaines personnes présentent cet accord, alors on parle de la plus grande victoire pour la RDC à travers cet accord, c'est simplement le retour de la paix dans l'est de la RDC. C'est la plus grande victoire de cet accord pour la RDC. Votre réaction? Je me suis interdit d'être triomphaliste sur cette question-là parce qu'il y a eu une première étape. Mais n'empêche que pour une première fois, cet accord-là, aujourd'hui, peut être soumis à un contrôle citoyen et qu'aujourd'hui, chaque Congolais connaît chaque assertion, chaque point qui a été déclaré au niveau de cet accord. C'est vrai, là, les accords n'éblouissent plus le Congolais parce qu'on en a signé plusieurs, mais la vérité aujourd'hui, c'est que le contexte diffère. Je ne veux pas revenir sur les considérations économiques, William Kalenga l'a déjà évoqué, mais je pense que cet accord sur le prisme congolais est beaucoup plus commenté qu'analysé. Si vous lisez cet accord, vous verrez, aucun accord n'est parfait. La force d'un accord, c'est aussi ses points de faiblesse. Mais dans cet accord, la première des valeurs que moi je trouve, c'est que quand vous regardez le plus grand problème, l'épineux problème qui n'a pas su trouver solution au niveau de la sous-région, notamment la question de la gestion du prétexte rwandais, le FDLR, vous verrez qu'aujourd'hui, avec la donne américaine, il y a une forme de contrainte et des phases bien détaillées et bien déterminées, et à la limite même datées. Je crois qu'aujourd'hui, on est à plus de 15 jours du travail, la première phase de l'identification, de partage d'informations entre les différents États et également le médiateur, les États-Unis d'Amérique. Pour moi, c'est la première des phases que je trouve très intéressante dans cet accord-là. Mais au-delà de ça, je pense que dans les considérations économiques également, cet accord nous donne quand même une lueur d'espoir. Je rappelle souvent aux gens qu'on peut bon vouloir jouer au conservationniste de nos ressources stratégiques, j'utilise un néologisme, mais le problème c'est que depuis toujours, on s'est battu pour pouvoir profiter de ces ressources-là, mais que dirions-nous à de jeunes gens qui ont grandi 30 ans après, à Goma, à part crépitement des balles et autres? L'orientation de Kinshasa, qui a conduit justement à la signature de cet accord, pour moi, est un chemin qu'on aurait voulu voir, nous tous, depuis un certain moment.
Mais aujourd'hui, aller dans le sens de croire qu'on peut triompher maintenant pour dire que tout s'est arrêté, je ne le pense pas. Pour moi, je pense qu'on a gagné une première phase, une première étape. L'étape de quitter l'externalisation du problème. C'est-à-dire mettre le Rwanda déjà du côté. Aujourd'hui, quand le Rwanda interviendra à Doha, en tant que garant de ces mouvements rebelles dont la résolution 2773 établit comme principal soutien. Donc aujourd'hui, on aura en face de nous des gens qui seront obligés de nous mettre devant sur la table des vraies revendications, pas des revendications alambiquées, téléguidées par un État. Aujourd'hui, il y a de l'éclaircie dans les négociations. On sait définir la responsabilité des uns et des autres. Le Rwanda a assumé sa responsabilité et aujourd'hui, la plus grande victoire de la RDC, c'est que depuis toujours, au-delà de rapports, le Rwanda a toujours été dans sa profondeur stratégique un État en retrait qui se présente comme celui qui vient soit pour anticiper le risque avec le FDLR, soit pour résoudre le problème interne de la RDC par crainte des escalades au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, il est établi noir sur blanc que le Rwanda est un État protagoniste, un État qui a fait la guerre en RDC. Et ça, pour nous, c'est la plus grande des victoires. Et, encore une fois de plus, la donne américaine pour moi est pour moi le facteur déterminant qui, aujourd'hui, nous permettra d'avoir un certain contrôle sur l'évolution des accords et des textes. Très bien. Alors, Carbone, Boni, moi, je voudrais qu'on parle un tout petit peu des objectifs principaux poursuivis par cet accord. Il y en a plusieurs. On parle de l'économie, on parle notamment de la géopolitique, mais aussi des objectifs sécuritaires. Parlons de l'économie. Je pense que William venait de le dire tout à l'heure. Hein, il a démontré un tout petit peu ce que le Rwanda a gagné. Il a qualifié la croissance comme c'est une étude avant la signature de l'accord. Avant, bien évidemment. Il ressort le chiffre. Bien évidemment, au détriment de la RDC. Justement. Ce n'est pas à notre avantage. Et donc, aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez la partie est du pays, le rapport des Nations Unies est clair sur ce que perçoit le M23 mensuellement en termes de taxes. Et sur les Tentales seulement, c'est 300 000 $. Si vous prenez l'ensemble de ce qu'ils perçoivent comme taxes et exploitation illicite, c'est plus d'1 million de $. Et ça, c'est prouvé. Et donc, si vous prenez 1 million de $, ça, c'est ce qui est connu d'ailleurs. Hein. 1 million de $ multiplié par 12, c'est 12 millions de $ qui gèrent annuellement plutôt le M23 et l'AFC. Mais ça, c'est ce qui est connu, sans parler de ce qui est inconnu, parce qu'il y a beaucoup d'opacité là-dessus. Et c'est un manque à gagner pour qui? Pour l'État congolais, pour l'économie de notre pays. En même temps, il y a cette contrebande rwandaise qui profite de l'insécurité, de l'instabilité à l'est du pays pour profiter et faire passer nos minéraux depuis tout ce temps. Et ça, c'est depuis 30 ans que cette économie fait vivre le Rwanda au détriment de la RDC. Et aujourd'hui, avec cet accord, qui est bien évidemment un accord économique, avant tout, nous pourrons bien évidemment capter directement nos ressources et faire proliférer quand même notre économie de manière positive. Parce que nous aurons un garant qui est les États-Unis d'Amérique, parce que nous aurons des investisseurs américains qui seront ici, parce que les États-Unis veulent sécuriser en fait leurs intérêts en Afrique et aussi en RDC et faire jouer à la RDC un rôle central au niveau de la géopolitique contre les puissances chinoises ou russes. Et donc, économiquement parlant, il y aura une poussée positive. Et au-delà de tout ça, les Américains vont faire pression pour que la gouvernance de ressources naturelles, la gouvernance même des finances publiques, la gouvernance économique puisse être de bonne qualité, parce qu'ils ne voudront pas que demain ou après-demain qu'on taxe Tesla ou une entreprise d'avoir corrompu, d'avoir acheté, acquis des actifs miniers ou pétroliers de la plus mauvaise manière. Et donc il y aura, même au niveau de la gouvernance de notre pays, une possibilité d'améliorer certaines choses, et choses qui fera avancer au bénéfice de l'RDC. Très bien. Willy Kalengaye, la géopolitique, j'aimerais qu'on en parle aussi un tout petit peu. Vous savez, pendant 30 ans, nous avons vécu dans la sous-région, surtout dans notre pays, une alliance, parce qu'il y avait une alliance basée sur la culpabilité. Ça signifie que, après le génocide au Rwanda, la communauté internationale s'est reprochant, je ne sais de quoi, à installer un certain nombre de permissivité, c'est-à-dire que, voilà, nous laissons au Rwanda faire ce qu'il veut faire parce que nous nous sentons coupables de ce qui lui est arrivé. C'est une alliance qui a, en tout cas aujourd'hui, est arrivée à terme. Cette alliance, cet accord marque la fin d'un cycle.
Et les Congolais doivent vraiment les ressentir au plus profond d'eux-mêmes. C'est la fin d'un cycle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'accord a enlevé au Rwanda non seulement les arguments, comme a dit Carbone tout à l'heure, les arguments qui ont été généralement utilisés pour rester au Congo, mais l'accord a enlevé au Rwanda les alliances que le Rwanda avait. N'oubliez pas que cet accord intervient après que le Rwanda ait perdu l'essentiel de son aide au développement. Après que le Rwanda ait des sanctions aujourd'hui. Les Américains qui étaient l'appui du Rwanda, il ne faut pas oublier, Paul Kagame, quand même, il vient de West Point, il a été formé là-bas. C'était vraiment le cycle. Nous sommes dans une révolution. Révolution dans le sens que nous venons de faire le tour d'une situation, nous sommes au point de départ. L'accord est un point de départ, un nouveau point de départ, Carbone l'a dit, où le Congo est appelé maintenant à s'élever pour jouer son rôle de leader dans la sous-région. Et ce rôle est important parce que le Congo, qui a les ressources qu'il faut, qui a la population qu'il faut, qui a l'espace qu'il faut, les Congos doivent déjà démontrer aujourd'hui que le Congo peut poser une politique sous-régionale où tous les pays de la sous-région... Mais comment le Congo pourra-t-il jouer ce rôle de leader pendant qu'on lui reproche d'avoir un manque de gouvernance? C'est une question qui vient très souvent sur la table. Vous savez, quand vous avez un voleur dans votre maison, et qu'il vous pille, qu'il est dans la chambre des filles, le père ne va pas dire que non, moi j'ai éduqué bien mes filles, je n'entre pas dans leur chambre. Il va entrer dans la chambre pour sauver les enfants. La désorganisation du Congo, je ne veux pas ausculter la responsabilité des Congolais, mais les Congolais, nous avons développé une politique de survie. Parce que comment un pays peut se gouverner bien avec 30 ans d'agression? Regardez que tous les 5 ans, nous avons connu des guerres, des agressions. On n'a pas passé 10 ans d'affilée dans un programme. A commencé par Mobutu en 1994. Laurent Désiré Kabila a fait 3 ans, la guerre a commencé. Joseph Kabila a commencé cette guerre en 2001, mais déjà en 2012, il y avait la guerre. Donc selon vous, avec cet accord, la RDC n'a plus d'excuses? Il n'y a plus d'excuses parce que justement, le géant va se lever. Le géant qui a été brimé par le fait du désordre. Vous savez, à un moment donné, ce qui a beaucoup changé, dans ce pays, les hommes politiques disaient, eh bien, le pouvoir de Kinshasa, pour arriver au pouvoir à Kinshasa, on passe par Kigali. N'oubliez pas, beaucoup d'hommes politiques ici allaient à Kigali, discuter de la manière dont ils vont accéder au poste ici à Kinshasa. Certaines listes du membre du gouvernement, avant d'être publiées sur ordonnance présidentielle, devaient être validées par Kigali. Nous le savons et ce n'est pas un secret. Nous atteignons un cycle, la fin d'un cycle, et le Congo doit jouer ce rôle avec, aujourd'hui, une exigence majeure. Très bien. Gardi Diana, on doit dire que cette position actuelle de la République démocratique du Congo avec cet accord, il a dit, donne des garanties, mais quelles sont les grandes contraintes face auxquelles la RDC sera peut-être butée? Oui, les contraintes, il y en a plein, et je pense que ce sont des contraintes d'ordre structurel en interne. Ça, c'est de notre responsabilité de l'arranger. Je voulais ajouter un élément, si vous le permettez, Guichungu, dans ce que William Kalengai a dit. Je pense que pour moi, les événements qui ont précédé la signature de l'accord sont la résultante d'une stratégie. Si le Rwanda a perdu l'aide au développement, si le Rwanda aujourd'hui a perdu cette image de l'enfant pauvre que tout le monde devrait protéger avant, c'est parce qu'en interne, la RDC a fait un travail. Vous savez, beaucoup de gens parlent, les théoriciens du droit international disent que les accords sont les résultats d'un rapport de force. Et quand vous parlez de rapport de force, beaucoup restent sur l'approche militaire. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, au-delà de considérations militaires, le rapport de force est très équilibré dans les discussions. Parce que la RDC est sortie de l'approche militarisée de l'affaire, est allée chercher, c'est comme court-circuiter le Rwanda qui tire toute sa force par le parrainage des États-Unis, de la Grande-Bretagne, qui à un moment donné par le travail de lobbying de Kinshasa s'est senti un peu scellé. Pour moi, c'était la première étape du travail à faire pour réussir. Sans cet effort-là, on ne serait pas arrivé à la signature de cet accord en ces termes ici. Mais un autre élément que je voulais, que vous me permettez, Guichung, c'est que peut-être cet accord n'est pas un accord économique, c'est un accord de paix. Et pourquoi je le dis? Parce que c'est généralement... Mais qui aborde quand même des questions, notamment économiques. Les quelques considérations proches de l'économie qui sont abordées sont des facteurs existentiels de la guerre. Vous verrez qu'on en parle dans la rubrique intégration régionale.
Parce qu'on ne peut pas parler, cette guerre-là a des valeurs économiques et des incidences économiques, ça c'est une certitude, mais l'accord vient intégrer pour respecter. Et vous verrez que c'est pourquoi le point 3, justement du cadre d'intégration régionale, prête à confusion. Beaucoup de gens l'interprètent comme étant une scission des intérêts de la République démocratique du Congo vis-à-vis du Rwanda, alors que ce n'est pas le cas. Ici, on a fixé les règles, on a fixé le cadre, et pour moi, le point 3 renforce d'ailleurs la position de la RDC qui perd régulièrement un peu plus de 2 milliards au profit de ressources du Rwanda par l'exploitation de nos ressources. Et donc, pour éviter les connotations, vous verrez que, je ne veux pas citer des noms, mais la plupart des gens qui sont contre l'accord l'abordent dans ce sens-là. Un peu comme le tweet de Joseph Kabila, c'est plutôt un accord commercial. Ce n'est pas un accord commercial. L'accord économique interviendra entre la RDC, dans le bilatéralisme, entre la RDC et les États-Unis. Et non entre la RDC et le Rwanda. Et même si ça doit arriver, le point 3 que j'évoque ici dans l'accord fixe le cadre. Ça se fera dans le cadre, justement, de cette intégration régionale-là. Mais quelles sont les contraintes? Les contraintes sont d'ordre structurel, je le disais, en quelque sorte. Les Américains vont amener l'investissement, mais quelles sont les structures économiques en interne? Moi, je crains pour deux choses. Les circuits bancaires, pour moi, et sera un élément de faiblesse pour nous, dans la capitalisation de ressources qu'apporteront les Américains. Mais au-delà de ça, heureusement, je l'ai dit il y a 2-3 semaines, le gouvernement a compris dans la récupération de la main-d'œuvre des différents projets. Et c'est là où je crois que l'État congolais a fini par comprendre les efforts du ministre de la formation professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, un peu à la manière de la Avec Chine, le souhait du président, exactement, demande qu'on intègre la formation professionnelle dans le grand projet. Ouais. C'est la jonction pour moi indispensable pour la création de la classe moyenne, dès lors qu'on ne sait pas répondre aux problèmes d'accès à l'investissement. Je crois qu'en matière de services, pour moi, c'est le premier pas. Très bien. Alors, M. Kapiamba, parlons cette fois-ci des enjeux majeurs du secteur minier dans cet accord. On l'a vu, certains opérateurs économiques, beaucoup plus les miniers, ressortir une sorte de peur lorsqu'il faut commenter l'accord. Parlons-en. Est-ce qu'il y a-t-il des enjeux majeurs qui peuvent déranger certains intérêts en ce qui concerne notamment le secteur à mon avis, minier? Non. Peut-être des acteurs miniers qui se livreraient à la mafia peuvent avoir peur de l'arrivée des Américains, ça c'est certain, parce que l'arrivée des Américains va faire booster, comme les amis l'ont mentionné ici, faire avancer au moins les processus de la bonne gouvernance. Puisqu'ils disent, comme ce sont les États-Unis qui ont tout organisé, oui. Et donc les États-Unis auront la primeur, et même dans les négociations, pour ceux qui ne sont pas américains, il y a une sorte de peur. Non, mais je ne pense pas, parce qu'en suivant les discours du gouvernement, il reste toujours convaincu qu'il faut rester ouvert à tous les investisseurs. Ils appellent tous les investisseurs à venir, mais quitte à souscrire au moins au jeu tel que défini par le gouvernement de la République. C'est aussi un des éléments importants qu'il faut mettre sur la table pour que les gens comprennent que fini la période où c'était les soi-disant investisseurs qui venaient imposer la loi à la RDC, parce que la RDC était mal cotée sur le plan international, et puis accusé comme un pays où il n'y avait que la guerre, où il ne se faisait que la loi de la jungle, où il n'y avait pas de transparence. Je pense que ces investisseurs doivent rester calmes. Ceux qui s'engagent à travailler dans la transparence doivent s'améliorer et continuer à faire leur business comme par le passé. Peut-être des entreprises chinoises pourront avoir plus de craintes parce que pour la plupart, nous constatons, selon nos monitorings, qu'elles ne veulent pas s'améliorer aussi. Très bien. Alors, Carbone, beaucoup mettent sur une même table une sorte d'opposition qui va se créer. On parle même d'une rivalité entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Derrière cet accord, ça se ressent, selon vous. Est-ce qu'il y a à craindre à ce niveau-là? Il n'y a pas à craindre. Depuis la nuit des temps, il y a toujours une rivalité entre les grandes puissances. Cette fois-ci, cette rivalité est un peu plus prononcée. Oui, elle serait bénéfique pour nous. Oui. Parce que depuis longtemps, nous ne bénéficions pas de cela. Il y a de prédateurs. Parce qu'après, il faut considérer que tout tourne autour des intérêts et des intérêts entre États. Mais la Chine est quand même un allié important et pour la RDC. Depuis que la RDC est indépendante, ça fait 65 ans, nous n'avions jamais eu des alliés sérieux qui pensent aux intérêts de la RDC. Vous remettez en cause le sérieux de la Chine? Je remets en cause le sérieux de toute puissance face à un gouvernement ou face à un État faible. Si vous êtes faible, peu importe les richesses que vous avez, peu importe ce que vous avez comme potentiel,
c'est lui qui a besoin de les utiliser, il les utilisera comme il le veut, parce que lui, il comprend la nécessité, il sait combien c'est important, et vous, vous jouez avec ce que vous avez comme richesse. Et donc, il ne faut pas considérer les États comme étant des États sérieux ou qui ont une certaine probité. Tout tourne autour de rapports de force, ce que vous représentez et comment vous négociez. Personne sur la table des négociations dira que non, parce que vous aviez peut-être oublié de rajouter un zéro sur le chiffre, et donc il vous dira non, 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 c'était 1000, mais vous avez écrit 10 000, enlevez les zéros. Il les laissera parce que c'est à son avantage, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, pendant 65 ans, je disais, la RDC n'a jamais eu de partenaires sérieux qui ont regardé du côté des intérêts de la RDC. Pourquoi? Parce que la RDC, le Congo, n'a jamais eu une gouvernance visionnaire, prospective, qui nous permettait, depuis 60, de nous projeter dans les 100 prochaines années. Aujourd'hui, si Trump est en train de discuter sur le minerai stratégique en Afrique, c'est parce qu'il y a une vision claire sur ce que les États-Unis d'Amérique veulent être et devenir d'ici 50 ans, en raison de réalités socio-économiques et même géopolitiques. Il ne faut pas penser que la RDC ne joue le jeu qu'avec la RDC, plutôt les États-Unis ne jouent qu'avec la RDC sur ces jeux-là. Trump a reçu 5 présidents africains à la Maison-Blanche, dans un mini-sommet du 9 au 11 juillet. Et ces pays représentent beaucoup en termes d'intérêt stratégique pour les États-Unis. Les Gabon, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Sénégal, qui sont aujourd'hui bien positionnés avec des minéraux et une position géostratégique importante pour les Américains. Et donc, pour nous, cette rivalité, elle est importante parce qu'elle permet, d'une part, aux Chinois qui sont avec nous depuis un bon temps, qui ont bénéficié des contrats léonais avec le régime Kabila, de pouvoir se remettre en ordre. Et je ne sais pas si je vous informe, mais depuis hier, une délégation chinoise... Par remettre en ordre, qu'est-ce qui était en désordre qu'ils doivent remettre sur le rail? C'est mieux que vous puissiez le dire. Vous savez, l'exploitation dans nos mines, partout, surtout dans le Haut-Katanga, il y a l'exploitation par des mineurs. Ça, par exemple, ça viole le droit de l'homme. Il y a cette possibilité, cette capacité de Chinois de sortir nos minéraux de manière à ce que ça ne soit pas traçable. Et ça, c'est contre notre économie. Il y a cette possibilité avec notamment la région du Nord et du Sud Kivu, où le Rwanda profite avec l'insécurité pour faire vivre son économie. Avec quelles sociétés? C'est des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. C'est des sociétés fictives. Et ça détruit notre économie. Très bien. Willy Kalongai, ce regard de la RDC arrivé vers les États-Unis pourra permettre à la Chine de se repositionner et de se conformer à la norme. J'ai donné des chiffres ici des exportations du Rwanda. Mais le Rwanda exporte pour quel pays? Ça va où? Pour la Chine. Pour la Chine. Alors, il ne faut même pas discuter. Oui, le principal acheteur des minéraux, de la prédation, de l'économie congolaise, c'est la Chine. Donc, il ne faut même pas... Et ils votent contre nous. Il ne faut pas discuter de ça. Nous avons un partenariat, comme l'a dit tout à l'heure Carbone, nous avons un partenariat de brisure. C'est-à-dire la Chine, que vous voyez dans toutes les faiblesses, la Chine exploite légalement dans le pays, mais la Chine profite aussi de l'exploitation illégale. Donc, ça, il ne faut même pas douter. Si nous pouvons avoir un changement des rapports de force en orientant une partie de cette exportation-là vers des pays qui peuvent nous rassurer, comme les États-Unis, je crois que c'est de bonne guerre, c'est intelligent, c'est visionnaire. Parce que ce qui est certain, n'oubliez pas, il faut 1 million d'années à la Terre pour produire un diamant. 1 million. Donc, quand vous prenez un diamant, vous jouez avec, vous avez minimisé le travail de la Terre d'1 million d'années. Donc, les ressources sont épuisables et non renouvelables. Alors, quand vous voulez les exploiter, il faut faire attention. Il faut faire attention par rapport à ces ressources, parce que ça, c'est le don de Dieu. Je me dis, il a raison, Grabon, en disant que, effectivement, nous devons revoir notre discussion avec les Chinois. Ça, il y a déjà eu, le contrat chinois a été revu. Ça a été signé en 2008.
Mais depuis que le président Tshisekedi est arrivé, il a convoqué des réunions, on a rediscuté. Il y a eu un avenant. Oui. On a fait un avenant. Donc c'est normal que nous puissions discuter. Il ne faut pas douter. On ne dit pas qu'il faut faire la guerre aux Chinois. Ce n'est pas ça ce qui est dit ici. Ce qui est dit, c'est qu'un pays doit d'abord regarder ses propres intérêts. Et nos intérêts aujourd'hui veulent que nous soyons regardants. Peut-on dire que cet accord est le début d'une indépendance économique pour la RDC? Ça devrait l'être. Si la RDC se construit sa propre économie, ne rêvons pas, nous avons encore un grand chemin pour arriver à l'indépendance économique, ça veut dire pour arriver à produire ici, à consommer pour notre propre population. D'abord, il faut produire pour le Congo. Quand le Congo va manger ce qu'il produit et qu'il va exporter les surplus, alors il sera sur le chemin de l'indépendance économique. Mais pour le moment, ce que nous mangeons, nous l'importons, ce que nous produisons, nous ne le mangeons pas. Alors, une question tour de table. Je commence avec vous, Willy Kalinga. Vous avez sûrement appris, sa court de source, l'acquittement de M. Dan Gettler. Une question qui a fait également polémique. Comment l'avez-vous perçu? Moi, je suis content parce que, en tout cas, au niveau de Tel Aviv, on a rejoint la démarche de notre société civile et du pays. Depuis 2022, Dan Gettler était déjà en collaboration avec la RDC. Il fallait simplement qu'il puisse obtenir de son propre pays cette décision. C'est une décision arbitrale. Il n'a pas été condamné, donc on a soumis une question à un juge pour pouvoir décider si oui ou non les investissements d'Angleterre dans le pays, dans notre pays, il avait utilisé des pots de vin par rapport au milieu de l'administration publique. Ça m'a fait plaisir parce que c'est justice. C'est justice, cet investisseur aura beaucoup souffert depuis qu'il s'est décidé d'accompagner le Congo. Le Congo est un pays quand même qui a développé évidemment autant de rigueur par rapport à lui-même, mais qui a aussi développé une suspicion permanente sur la qualité et la hauteur des investissements Dan Gettler. Il a été aujourd'hui acquitté par le tribunal de Tel Aviv. Ça rejoint un certain nombre d'actions. J'espère qu'ils vont aboutir à la levée des sanctions qui pèsent sur les actifs qu'il a cédés à la République du Congo. On parle beaucoup de Dan Gettler parce que c'est normal, tous les milliardaires dans le monde n'ont pas que d'amis, donc les adversaires, les ennemis existent. Mais le Congo doit être comme reconnaissant par rapport à ses amis. Vous savez, il faut protéger ceux qui ont pris des risques pour vous. En 1998, n'oubliez pas, c'est la première attaque. Musée est président ici. Le Rwanda fait sa première attaque avec les RCD. Il ne faut pas oublier. Mais qu'est-ce qui sauve la ville? Nous sommes déjà dans l'embargo, l'armée est infiltrée, le James Kabarebe vient de partir comme chef d'état-major. Alors, le pays est pratiquement entre les mains de ceux qui vont arriver, mais c'est Dan Gettler et ses amis qui s'approchent des musées, qui vont prendre de l'argent pour acheter des armes et défendre cette ville. Il ne faut pas oublier. Ça signifie que dans une relation d'intérêt, les acteurs sont connus. Donc nous sommes déjà en 1998. Et le premier investissement de cet Israélien, c'est dans les diamants. N'oublions pas qu'il promet au pays de mettre en place une usine de taillerie de diamants à Kananga. C'est Emaxon qui commence. C'est Emaxon. Ça a été changé par le fait que le Congolais n'ont pas suivi. Nous allons plus loin. Donc après les élections, cet homme-là investit dans les secteurs miniers. Il a acquis parce qu'on lui doit de l'argent, c'est normal, il vous a prêté de l'argent, il faut rembourser. Comme on n'a pas souvent de liquides, on donne certains droits miniers. Alors, quand il entre dans le secteur minier, il ne les fait pas seul, il les fait avec des multinationales. Dan Gettler n'a jamais eu une mine à lui ici. Il a travaillé avec Glencore, il a travaillé avec Kamoto, il a travaillé avec Moumi. C'était donc un associé de ces multinationales. Mais il est vrai que quand on fréquente les chefs d'État, quand on fréquente un certain nombre de gens, on est soupçonné. Au niveau de Tel Aviv, on a décidé... Totalement, il a été totalement. Il a été totalement. On a dit qu'en tout cas, ce qu'il a fait, c'était des investissements au niveau social, c'était des investissements qu'il faisait dans le cadre de son engagement avec la nation, qui était une fragilité. Mais laissez-moi terminer rapidement une chose, c'est que... Mais pourquoi est-ce qu'il peut intervenir dans le cadre de cet accord? Justement parce qu'il a remis des droits miniers au Congo, il a remis des acquis, il a remis un certain nombre on appelle ça comment en réalité? Donc il a remis des mines, il a remis tout ce qu'il avait. Voilà, les blocs pétroliers, il a remis ça
beaucoup de gisements au Congo. Mais malheureusement, lui, il est encore sous sanctions américaines. Donc, tout ce qu'il amène comme patrimoine, qui pourra faire l'objet des contrats avec des entreprises chinoises, tout cela pose problème parce que, oui, moi je suis dégagé parce qu'en tant qu'individu, on ne m'a pas soupçonné, j'ai été blanchi, mais les acquis que j'ai amenés, le positif que j'ai amené dans l'économie congolaise, il y a encore des sanctions. Ça constitue un verrou, justement. Un verrou. Gardidiana. Ben, je crois que c'est vrai, quand on parle d'Ad Gertler, si vous parlez aux observateurs de la scène économique congolaise, c'est un nom qui fait polémique. La personne est acquittée, mais le verrou persiste. Bon, le verrou persiste parce que moi, les acquis, notamment. De mon point de vue, je pense que Dan Gertler, au regard du rôle qu'il a joué dans le secteur minier, il a subi aussi les influences géopolitiques dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine à l'époque. Et au-delà de ça, il a également payé sa proximité avec le politique jugé très népotique pendant cette période-là. C'est vrai qu'au-delà de ce que Carbone a évoqué, il a quand même fait preuve de beaucoup de bonne foi. Il a coopéré avec la RDC. Aujourd'hui, pour notre intérêt, ces actifs doivent être remis en activité pour nous permettre de pouvoir en profiter suffisamment. Mais je pense qu'à un moment donné, puisqu'il y a des décisions claires venant de différentes institutions évoquées ici, qui prouvent à suffisance que l'illégalité tant déplorée n'y était pas, je crois que ça ne serait que justice de lui permettre de reprendre ses affaires convenablement, d'élever le verrou sur lui. Et pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a un accord, on évoque avec la RDC, c'était justement un accord dans l'idée de pouvoir trouver un compromis et récupérer ce qui nous revenait de droit. Mais aujourd'hui, je pense qu'à la limite du possible, si on trouve que c'est quelqu'un d'utile et d'important, rien n'empêcherait que peut-être pas en tant qu'individu, mais en tant qu'acteur majeur, de pouvoir collaborer de près ou de loin avec la RDC qui a besoin d'assainir ce secteur. Surtout qu'aujourd'hui, je me demande qu'est fait l'inspection générale de mines qui devrait aider à pouvoir assainir ce secteur-là. Et aujourd'hui, pour moi, avec les Américains, là où je trouve avantageux, c'est que c'est quelqu'un, au-delà du fait qu'il a remis de droit certains gisements de la République qu'il exploitait autrefois, au-delà du fait qu'aujourd'hui, le même État congolais trouve un terrain d'entente avec Dan Gertler, notamment même en interne, je crois qu'en 2022, il y a eu une discussion comme ça sur les contentieux qui pesaient sur lui. Il y a eu un arrangement à l'amiable. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui maîtrise les secteurs. Mais quelles sont les difficultés de la RDC? Avez-vous lu le rapport de la Cour de compte? Près de 63 sociétés minières qui aujourd'hui œuvrent un peu en toute opacité, font échapper des ressources à l'État congolais. Et je crois que c'est quelqu'un qui a longtemps œuvré, qui peut être un levier important qu'on peut utiliser, notamment pour les Américains, en termes d'indicateurs. C'est quelqu'un qui saura exactement dire où il faut frapper, qu'est-ce qu'il faut faire, quel chemin il faut emprunter pour pouvoir assainir un peu ces secteurs-là. Parce que la vérité, Guchungu, les Américains ne viendront pas s'élancer un peu à la manière des Chinois avec toute la baie de cochon qu'il y a. C'est-à-dire, il y a un souci d'assainir, de repartir à zéro, et pour ça, il faut qu'il y ait une certaine expertise. Au-delà de ça, la force, la panoplie d'expérience de Dan Gertler lui permet d'avoir un regard assez large sur comment orienter le secteur et comment reformer à la limite, je peux dire. Et donc pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même les Américains, quand le vieux William Kalenga dit qu'il lui a foi, moi je pense, à mon humble avis, que ça sera fait. Je pense que d'eux-mêmes, les Américains savent que c'est un levier important sur quoi on veut jouer si on veut avoir un regard essentiel sur le secteur minier qui aujourd'hui subit beaucoup d'opacité et qui subit en tout cas aujourd'hui beaucoup de fraude. Mais qu'est-ce qui justifie simplement une annonce? Les gens sont une sorte d'agitation. Qu'est-ce qui peut être l'explication? Il peut dire exactement qui gagne quoi, qui touche à quoi. Il peut mettre à nu en l'espace d'une fraction de minute les responsabilités, surtout particulièrement des politiques. Georges Kapiamba, oui. Vous êtes monté au créneau pour nous avons démonter suivi. La sanction nous contre avons suivi. Non, à l'époque, Dan, bien sûr. À l'époque. Oui, aujourd'hui, pensez-vous que c'est le moment que les choses soient revues? Nous avons salué. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a tant aimé ce pays. Il y a investi énormément aussi. Il a donné de l'emploi aux Congolais et qu'il est temps que les Américains lèvent les sanctions qu'ils sont imposées pour qu'ils reviennent reprendre ses activités et continuer à travailler avec la RDC dans la transparence. Alors, Carbone, votre commentaire, puisque vous êtes également activiste, et on vous a vu d'ailleurs aller jusqu'à Washington pour négocier et même réclamer des sanctions contre Dan Gertler. Aujourd'hui, les discours changent un tout petit peu. J'aimerais avoir votre son de cloche aussi. Comme je l'ai toujours dit, ce qui nous importe le plus, c'est la patrie. Moi, en tant que patriote, je défends les intérêts de mon pays. Et nous avons
comme je le disais, milité pour les sanctions contre Dan Gettler parce que nous estimions en ce moment-là qu'il y avait beaucoup d'opacité. Et donc, depuis 2022, 21 plutôt, 22, il y a eu cet accord qui était un signal très positif en termes de coopération de bonne foi entre Dan Gettler et la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, depuis que cet accord a été signé, les sanctions n'ont jamais été levées. Parce que, probablement, les Américains qui ont pris ces sanctions étaient dans l'optique de dire qu'il y a encore des soupçons, de pots de vin, des actes illicites ou de manque de transparence dans l'acquisition de ces actifs auprès de politiques. Et nous en avons souffert, parce que nous avons récupéré les actifs, mais que nous n'avions jamais utilisés. Et pendant ces temps, il faut le dire, Gettler continue à percevoir quand même certains royalties. Et donc c'est un manque à gagner pour la RDC d'avoir des actifs qui sont le vôtre, mais que vous n'arrivez pas à exploiter. Et donc pour nous, il y avait un souci... Des actifs estimés à 2 milliards. À plus de 2 milliards de dollars. Et heureusement pour la RDC en 2023, avec l'agence de la lutte contre la criminalité financière complexe en Angleterre, il y a eu clairement cette décision pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'éléments pouvant justifier des ouvertures de poursuites à l'encontre de Dan Gettler. Ça, c'était quand même positif pour nous. Pourquoi? Pas parce que Dan Gettler serait le plus bon homme d'affaires congolais ou qu'il ne serait pas impliqué, mais parce que c'est un signal fort vers la levée des sanctions. Et récemment, encore en 2024, avec, comme l'ont dit les amis, la justice israélienne, avec cette décision dans la cour arbitrale, je crois la sentence arbitrale, qui dit clairement que Gettler n'est pas impliqué dans les actes de corruption. Maintenant, pour nous, je conclus par là, en tant que patriote, on fait quoi? On salue et on appelle les Américains, les États-Unis d'Amérique, à considérer tout cela pour alléger les sanctions sur Gettler, afin de nous permettre de jouir de nos actifs pour le profit de la RDC, mais aussi pour l'économie de tout le monde, de la sous-région et aussi des Américains qui vont pouvoir utiliser ces actifs avec nous. Merci beaucoup, je l'ai dit, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous. La suite, ce sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.